Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, un podcast aujourd'hui consacré à l'Europe. Les budgets 2019 des pays européens ont été rendus à la mi-octobre avec le rejet du budget italien par la Commission européenne, un couple franco-allemand discret mais aussi l'hypothèse d'un no deal sur le Brexit, des incertitudes politiques fortes pour quelles incidences économiques à l'échelle de l'Union européenne. Où va l'Europe ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre ensemble avec vous. Isabelle Job-Basile, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va procéder par un tour d'Europe et on va commencer ce tour d'Europe par la Grande-Bretagne et ses relations avec l'Union européenne. On va commencer par le Brexit. Aujourd'hui, où en sont les négociations ? Où se situent les points bloquants ? Alors, on entre dans la dernière ligne droite des négociations sur l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, on a déjà réglé un certain nombre de problèmes. Le problème de droits des citoyens et celui de la facture du divorce, qui devrait être aux alentours de 45 milliards d'euros. Reste bien sûr la question épineuse de la frontière irlandaise. L'absence de frontière physique, qui est un engagement conforme aux accords de paix de Belfast, est incompatible avec la volonté du Royaume-Uni d'avoir une politique commerciale indépendante, c'est-à-dire de sortir de l'union douanière, et une autonomie réglementaire. C'est effectivement le principal point de blocage. Quel serait le scénario de divorce le plus probable et pour quelles conséquences ? Alors, je crois qu'il convient quand même de rappeler que la finalité des négociations actuelles concerne uniquement les conditions du divorce et ne porte pas à ce stade sur les détails de la relation future. Ça, ce sera dealé après. Là, on va voir, mais effectivement, on va ensuite rentrer dans une période de transition, si tant est qu'on n'ait pas un no deal, mais on va rentrer dans une période de transition, on va négocier justement les détails de ce futur partenariat. Et donc, on a vu que la pierre d'achoppement, c'est cette question irlandaise. Alors, on semble à ce stade se diriger vers une forme de compromis avec la proposition du Royaume-Uni qui consisterait à maintenir le Royaume dans l'union douanière, et ce de manière temporaire, ce qui renverrait en fait la résolution du dilemme irlandais aux négociations sur justement ce futur partenariat. Alors, selon nous, un accord de dernière minute, même si ce n'est pas celui-là, devrait être trouvé afin justement de permettre de passer à l'étape suivante, puisque c'est cette étape suivante qui est importante, puisqu'il va s'agir justement de construire ce nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Mais j'aimerais quand même souligner que pour en arriver à ce stade, il faut également que l'accord de retrait qui va être donc conclu, soit ratifié par le Parlement européen, et ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais aussi par le Parlement britannique. Et là, ce n'est pas gagné. Oui. Avec une majorité conservatrice qui est profondément divisée sur le sujet du Brexit. Donc, c'est un vrai risque qui est rejet, en fait, de cet accord, ce qui pourrait à ce moment-là déboucher sur une crise politique au Royaume-Uni et changer, en fait, le cours du Brexit. Alors, on ne sait pas dans quel sens, mais en tout cas, ça pourrait être un point crucial à suivre. Mais si on admet en fait qu'on franchisse cette nouvelle étape, ce qui est le plus probable, on va alors rentrer, c'est ce qu'on a dit, dans une période de transition qui a été négociée, une période de transition de 21 mois jusqu'au 1er janvier 2021. Et durant cette période, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, finalement, rien. Le Royaume-Uni va conserver tous les avantages de l'accès au marché unique, tout en devant bien sûr respecter ses règles. Ce qui va vraiment changer, c'est que le Royaume-Uni, devenant un pays tiers, ne participera plus au processus de décision et perdra ses droits de vote dans les institutions européennes. Alors, on va continuer ce tour d'Europe avec le budget 2019 de l'Italie. Il y prévoit un déficit public de 2,4% de son PIB. Alors ce budget, il a été rejeté par l'Union européenne le mois dernier. Le gouvernement italien, est-ce qu'il peut passer en force malgré la désapprobation de la Commission européenne ? Alors, l'Italie a jusqu'au 13 novembre pour revoir sa copie. Alors bien évidemment, le gouvernement italien peut très bien se montrer inflexible et maintenir son objectif de 2,4% de déficit. Mais alors, le plus probable dans cette configuration est que la Commission européenne se montre également intransigeante et décide alors d'enclencher une procédure pour déficit excessif, ce qui pourra aboutir à terme à des pénalités financières pouvant aller jusqu'à 0,5% du PIB italien, soit environ 10 milliards. Il y a quand même un paradoxe dans cette situation qui ne vous aura pas échappé. L'Italie, elle est déjà très endettée, elle va être sanctionnée financièrement par la Commission. On ne peut pas dire que ce soit la meilleure solution pour aider l'Italie à redresser ses finances, ses comptes publics ? Alors,
Je dirais qu'appartenir à l'Union européenne, et encore plus d'ailleurs à la zone euro, nécessite de suivre des règles communes. D'ailleurs, on s'y est tous engagés. Et donc on connaît ces règles. On a celle bien connue, bien évidemment, de la limite des 3% de déficit. Et puis on a aussi celle du ratio d'endettement public qui ne doit pas dépasser les 60% du PIB. Et vous l'avez souligné, lorsqu'on a une dette publique aussi élevée que l'Italie, puisqu'elle est supérieure à 130% du PIB, eh bien on doit poursuivre les efforts budgétaires une fois franchi le seuil des 3% de déficit, afin précisément de réduire cet endettement. Et donc, dans le cas de ce qu'on appelle le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, en fait, l'Italie s'était engagée à réduire son déficit structurel, c'est-à-dire hors effet de la conjoncture, de 0,6 points, là où le budget 2019, qui a été présenté par le gouvernement, prévoit une augmentation de ce même déficit de 0,8 points. Donc, vous voyez, ils s'étaient engagés à moins 0,6, ils font plus 0,8. Et ça, c'est ce qui explique justement que, contrairement par exemple à la France qui présente un déficit public supérieur à l'Italie de 2,8-2,9% de son PIB, malgré ça, ne s'attire pas les foudres de la Commission européenne outre mesure par rapport à l'Italie. Exactement, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le cas d'Italie, on n'est pas dans les purs. C'est-à-dire que la déviation par rapport aux recommandations de la Commission, eh bien, cette déviation est très significative, ce qui explique l'intransigeance de Bruxelles. Si on regarde par exemple le cas de la France, eh bien, on est dans une configuration à peu près identique à celle de l'Italie, puisqu'on a un déficit en dessous des 3%, donc on devrait se conformer à ces recommandations de baisse du déficit structurel de 0,6 points. Même si, entre parenthèses, nous avons dépassé ce cadre-là allègrement pendant plusieurs années. Exactement. C'est-à-dire que mais tout le monde a bénéficié, durant cette période qui était un petit peu compliquée, de certaines marges de flexibilité, en particulier si vous meniez des réformes structurelles. Mais si on regarde le cas précis de la France, donc on s'est engagé à baisser ce déficit de 0,6 points et finalement, dans le budget 2019, l'effort n'est que de 0,3 points. Donc la France n'est pas conforme, mais on voit bien que en fait, l'écart est beaucoup moins significatif, même si bien sûr il reste critiquable. Et puis par ailleurs, j'aimerais souligner quelque chose, c'est que les problèmes de vieillissement de la population et des problèmes de productivité de la main-d'œuvre sont beaucoup plus criants en Italie qu'en France. Et ce qui soulève forcément avec plus d'acuité la question de la soutenabilité de la dette publique italienne et donc la nécessité du désendettement. Petite parenthèse pédagogique pour les profanes de l'économie. Concrètement, pourquoi est-ce que la Commission elle maintient une pression sur les budgets des États de l'eurozone? C'est lié à la stabilité de la monnaie unique? Exactement, c'est lié à la stabilité de la monnaie unique, de la stabilité financière au niveau de la zone euro. Ça veut dire qu'on a des effets d'externalité lorsque vous prenez des décisions de politique domestique. Ça a aussi des implications sur le reste des pays de la zone euro. On l'a vu à l'occasion de la crise des dettes souveraines. Et effectivement, il y a des craintes que s'ouvre une nouvelle période d'instabilité financière en zone euro. Alors, en Allemagne, il y a les élections régionales d'octobre en Bavière et en Hesse ont fragilisé la coalition d'Angela Merkel. Dans quelle mesure cet événement politique local il peut avoir une incidence sur l'avenir proche de l'Union européenne ? Alors, on comprend bien qu'effectivement, le paysage politique allemand est bousculé par ces élections régionales, dont les résultats, en fait, reflètent la désaffection des électeurs vis-à-vis des partis de la grande coalition gouvernementale. Alors, Angela Merkel en a tiré les conséquences, comme vous le savez. Elle a annoncé renoncer à la présidence de son parti en septembre. Elle ne se représentera pas. Et elle ne se représentera pas à la chancellerie à l'issue de son mandat en 2021. Alors, la question qui se pose d'ici là, eh bien, c'est celle de la pérennité de l'actuelle grande coalition. Puisqu'en fait, les sociaux-démocrates qui appartiennent à cette coalition ont également connu de cinglants revers électoraux. Alors, donc, cette coalition, elle pourrait perdurer, mais à ce moment-là, il faudra probablement avoir de nouveaux compromis, ou elle risque de voler en éclats et conduire à de nouvelles élections anticipées. Et donc, la succession d'Angela Merkel ouvre une période d'incertitude dans un paysage politique allemand en pleine recomposition. On l'a vu avec la percée des Verts ou de l'extrême droite. Et comme vous le dites, au-delà de l'Allemagne, l'annonce d'Angela Merkel va aussi avoir un impact sur l'Europe, ce qui veut dire que la position de l'Allemagne et peut-être aussi le poids du couple franco-allemand risque d'être affaibli sur la scène européenne, à un moment où on a vu que les dossiers sensibles s'accumulent. On a le Brexit, on a le budget italien, et puis on a ces réformes institutionnelles au niveau européen. On a un statu quo, en fait. Et là, voilà, le problème, et c'est notamment le budget commun qui a été demandé par Emmanuel Macron au niveau de l'eurozone. Voilà, il y avait ces déclarations de Meseberg qui voulaient des réformes institutionnelles au niveau de la zone euro et notamment la création de ce budget
budget au niveau de la zone euro, qui a été décrié par un bloc de pays du nord de l'Europe qui veulent une discipline plus forte, une discipline de fer. Et c'est d'ailleurs justement un peu notre conviction, c'est qu'il va être de plus en plus difficile d'avancer dans la voie des réformes et dans la voie d'une plus grande intégration au niveau européen. Tant les positions aujourd'hui paraissent irréconciliables entre schématiquement, et on vient de le dire, des pays du Nord qui sont des pays créanciers et qui veulent une discipline de fer, et puis les pays débiteurs du Sud qui appellent, eux, à plus de solidarité et un meilleur partage des risques. Et on a l'impression qu'effectivement, ces positions sont devenues quasiment irréconciliables. Une dernière question avant de passer à celle des internautes. Peut-être un commentaire sur la politique de relance par la demande du Portugal et l'amélioration des protections sociales de ce pays depuis 2-3 ans. C'est un exemple qui est inspirant, non, du côté des pourfendeurs des politiques d'austérité pour sortir de la crise? Alors certes, par contre, si vous retournez un petit peu en arrière, en fait, le Portugal a fait vraiment d'importants efforts d'assainissement budgétaire à la suite de la crise. Donc d'une certaine forme d'austérité. Ah non, mais ils ont connu même une cure d'austérité. On peut d'ailleurs en critiquer le timing et l'ampleur, mais à tout le moins, ils ont fait ces efforts d'assainissement budgétaire. Et surtout, le pays a mené à grand train des réformes structurelles d'envergure. On a eu une réforme fiscale, une réforme des administrations publiques, des retraites, du marché du travail, ce qui a permis au pays de regagner de la compétitivité et aussi de moderniser son économie. Et donc, on voit bien que grâce à ces efforts, le Portugal a pu profiter à plein de la reprise conjoncturelle au niveau européen et même au niveau mondial, avec une croissance solide et saine, qui est une croissance assainie, ce qui lui a permis à la fois de desserrer les taux budgétaires, avec, comme vous le soulignez, des mesures de relance ciblées, tout en respectant ses engagements de réduction de déficit public. Donc on a vraiment un peu la recette idéale. On redresse les finances publiques, on a une primo-réforme qui redonne en fait des marges de manœuvre au gouvernement pour des mesures plus sociales en faveur d'une croissance plus inclusive. On va passer donc maintenant à la partie interactive de notre podcast. On va passer à la première question, celle de Romain qui demande: à partir de juin prochain, donc les députés européens se rassembleront par affinité politique au sein d'un Parlement qui compte aujourd'hui 8 groupes. Ces groupes-là, ils ne paraissent plus correspondre à la réalité politique d'une Europe divisée et sous tension. S'agissant de ces groupes, quel serait votre scénario? Une polarisation, un statu quo ou une fragmentation? Alors en fait, la question est vraiment intéressante puisqu'on a donc ces élections européennes qui vont probablement redessiner le paysage politique européen. Et en fait, l'évolution devrait suivre une tendance similaire à celle que l'on observe dans chacun des pays. Donc on devrait avoir une plus grande fragmentation et une certaine polarisation aux extrêmes. En revanche, il est peu probable que ces forces disruptives politiques se regroupent dans un seul groupe parlementaire et deviennent majoritaires. Si on regarde, ces partis nationalistes ou populistes siègent à ce jour dans des groupes parlementaires différents. Alors, je vous donne simplement quelques exemples. Le Fidesz d'Orban appartient au PPE, donc au Parti populaire européen, qui est le premier parti européen. La Ligue italienne et le Rassemblement national français appartiennent au groupe Europe, Liberté, Démocratie. Et puis, le Parti droit et justice polonais, les démocrates suédois ou les vrais finlandais siègent quant à eux dans le groupe conservateur et réformateur européen. Donc on voit bien qu'ils ne siègent pas tous dans le même groupe. Et par ailleurs, ce qu'il faut souligner, c'est que ces partis sont certes tous eurosceptiques, mais ils ont de nombreux points de divergence, notamment par exemple sur la politique migratoire, ce qui veut dire qu'il y aura de grandes difficultés à forger un consensus large au niveau de ces partis. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les deux principaux groupes parlementaires, donc on a dit le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen, alors qui règnent en maître sur le Parlement depuis plus de 40 ans, ils vont probablement perdre leur majorité. Ce qui veut dire qu'ils vont être contraints de nouer de nouvelles alliances. Alors on peut imaginer, ça va dépendre effectivement de la configuration politique, mais ils pourraient nouer des alliances ou avec les Verts ou avec les libéraux. Sachant que les Verts en Allemagne font une très grosse poussée. Voilà, c'est le deuxième parti. Exactement. Donc ça veut dire que ce parti va regagner du poids probablement au niveau des instances européennes. Alors la deuxième question, elle est posée par Alexis. Il se demande si la situation actuelle, elle présente des analogies avec les années 30, protectionnisme, montée de certaines formes de nationalisme, vacillement du
du modèle démocratique qui participe au fondement de l'UE. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le sujet est, ma foi, très compliqué. Hein. Je crois qu'on pourrait écrire un livre sur ce sujet, mais c'est vrai qu'on peut établir un certain nombre de parallèles. Alors, si vous regardez dans les années 30, dans la période précédente, ces années 30, le monde a connu une grande révolution industrielle. Hein. C'est la seconde révolution industrielle, donc avec l'essor de l'électricité, du pétrole, de l'industrie chimique, des chemins de fer, de l'automobile. C'est aussi, il faut se le rappeler, le premier âge d'or de la globalisation, avec le développement des échanges mondiaux et des firmes multinationales. Et puis tout ceci, on le sait, eh bien, c'est terminé par une crise financière extrêmement grave qui a débouché, comme vous l'avez dit, sur une vague de protectionnisme. En 1929. Voilà. Et la montée des partis autoritaires, populistes, nationalistes, en réponse sans doute à l'insécurité des citoyens face à ces grandes transformations et puis aussi aux effets délétères de la crise de 29. Et donc, si on se place en 2008, la crise de 2008, d'ailleurs qu'on compare souvent à celle de 29, eh bien, elle est aussi intervenue dans un contexte de révolution industrielle, puisqu'on est en rentrée dans l'ère du digital. Ouais. Et puis, les années qui ont précédé la crise ont également été marquées par une accélération de la mondialisation. On parle même d'une période d'hyper-globalisation. Et ce qui veut dire que ces chocs technologiques et économiques, alors couplés cette fois-ci aussi à des chocs sécuritaires avec la montée du terrorisme et des chocs migratoires, eh bien, ont alimenté la peur et la colère. Et ce sont donc ces sentiments qui s'expriment dans les urnes, avec cette fois-ci encore, comme dans les années 30, eh bien, le rejet des partis traditionnels au profit d'alternatives populistes. Alors, il faut quand même souligner un certain nombre de différences. Alors, il y en a probablement beaucoup plus, mais je vais simplement en évoquer 3. On parlait du protectionnisme. Déjà, la guerre commerciale, elle n'est pas totale. Ce qui avait été le cas dans les années 30, avec un duel aujourd'hui qui se joue essentiellement entre les Américains et les Chinois. Voilà, entre la Chine et les États-Unis, la plupart des autres pays marquant plutôt leur attachement au libre-échange. Et puis je dirais surtout, on a l'Europe. C'est quand même une différence fondamentale. Alors même si c'est une construction imparfaite, on a cette Europe, on a l'euro qui est sans doute la meilleure protection contre les grands désordres monétaires qui ont caractérisé aussi la période de l'entre-deux-guerres. Et puis enfin, on peut imaginer que nos institutions démocratiques, eh bien, elles sont plus matures et donc, on l'espère, plus résilientes, même s'il faudra rester vigilant. Alors la question que j'ai envie de vous poser très vite, en synthèse, selon vous, où va l'Europe ? Alors, où va l'Europe ? C'est une vaste question. Je dirais que dans le monde dans lequel on va évoluer, nous on est persuadés, enfin c'est notre conviction, qu'on est entré dans un nouveau cycle politique mondial. Alors ça fragilise l'ordre mondial d'après-guerre et les modèles dominants, la démocratie, le capitalisme libéral, la mondialisation. Et avec le rejet de l'approche multilatérale et donc d'une gouvernance qui était jusqu'à présent régie par des règles, eh bien c'est le grand retour du politique comme arbitre des relations internationales. Ce qui veut dire qu'on va rentrer dans des logiques de puissance, de confrontation qui vont façonner un monde moins prévisible et plus instable. Et donc on se dit, dans cet environnement, eh bien l'Union, l'Europe, eh bien doit faire bloc, doit conserver cette unité, ne pas se faire marginaliser et faire valoir ses valeurs et puis aussi sa puissance économique et commerciale. Isabelle Job-Basile, directrice des études économiques de Crédit Agricole SA, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn Groupe Crédit Agricole et notre page SoundCloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités sur notre page LinkedIn et autres réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.